Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Reco dédiée au Strade Bianche. Le 4 mars 2023, la première classique World Tour du calendrier sur le sol italien connaissait le nom de son vainqueur, Tom Pidcock. Alors on va se demander comment le Britannique a manœuvré pour s'imposer à Sienne lors de la 17e édition des Strade Bianche. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos retours concernant le premier épisode de la Reco. Je suis content que le format vous plaise et je vais continuer de l'améliorer pour vous proposer les meilleurs previews possibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo afin de me donner votre favori pour samedi. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir interagir avec vous concernant la course que je traite dans chaque épisode. Allez, on est parti pour la présentation. Les Strade Bianche, c'est une classique qui soulève de nombreuses discussions passionnées à chaque fois que le mois de mars se profile. Outre les débats concernant le nombre de kilomètres, sujet dont on reparlera un peu plus tard, ou l'intérêt de classer les Strade Bianche parmi les monuments, écrire son nom au palmarès est devenu au fil des années un véritable gage de qualité. Sur les dernières éditions, les plus grands chasseurs de classiques ont levé les bras sur la célèbre Piazza del Campo après avoir gravi la Via Santa Caterina. La course est rendue très spectaculaire, notamment par ces chemins blancs qui sont devenus à la mode. On les retrouve sur plusieurs classiques maintenant et ils seront également au programme du prochain Tour de France sur une étape du côté de Troyes. Et la ferveur a atteint son paroxysme en 2021 avec la présence au départ de Sienne des 4 fantastiques, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe et Pogačar. Une magnifique course qui a vu le champion des Pays-Bas triompher après une ascension supersonique de la Via Santa Caterina. Voilà pour le contexte, place maintenant à l'analyse de la course de l'an dernier. Dans un premier temps, on retrouve une échappée avec 3 coureurs, Sven-Erik Byström, Alejandro De Marchi et le plus jeune coureur de la course au départ, Ivan Romeo pour la Movistar. Les grandes manœuvres sont lancées à 90 km de l'arrivée. Les équipiers de la Bora, de la Soudal Quick-Step et de Groupama viennent rouler. Puis à 70 km de l'arrivée, la première chute a lieu, notamment Attila Valter et Oscar Rodriguez. Dans ce même secteur, Davide Formolo va crever. Puis à 52 km de l'arrivée, on se retrouve dans le secteur le plus long de la journée, le Sterato Monte Sante Mari. C'est souvent dans ce secteur que la différence est faite. D'ailleurs, l'échappée se disloque, Ivan Romeo lâche sous l'impulsion de Byström. Et c'est donc dans ce secteur que la première attaque d'envergure va avoir lieu. Elle est l'œuvre d'Alberto Becciol, suivie immédiatement par Baggioli de la Quick-Step. Ils sont à ce moment-là à 2 minutes et 20 secondes de l'échappée. Quelques centaines de mètres plus tard, c'est le premier vrai tournant de la course. Tom Pidcock fait le jump pour revenir sur le contre, et personne dans sa roue. Quelques kilomètres plus loin seulement, à 49 km de l'arrivée, Pidcock accélère dans une partie descendante. Il double même la moto, et grâce à sa technique et suite à son offensive, il revient même sur l'échappée. Les 3 hommes de tête ont alors à ce moment-là une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Mathieu Van Der Poel, grand favori de la course, lui qui effectuait sa reprise sur les Strade Bianche, décide alors d'accélérer pour récupérer Tom Pidcock. Le premier à le suivre, c'est Romain Grégoire. Mais ces deux coureurs attaquent à contre-temps, ils ne font pas la différence et ils se retrouvent dans un groupe de 17 coureurs. Dans le même temps, Tim Wellens est victime d'un problème mécanique et doit changer de vélo à la fin de ce secteur. Le leader de l'équipe UAE, qui aime particulièrement les Strade Bianche, est une nouvelle fois victime de malchance. À la sortie du secteur, donc, les équipiers d'Ineos se placent en tête de groupe pour ralentir le tempo. Puis intervient le deuxième point clé de la course. Dans la partie de transition en direction de l'enchaînement final, plusieurs attaques ont lieu. Le groupe se scinde donc en deux et Mathieu Van Der Poel se retrouve piégé. À l'approche de l'enchaînement final qui comporte 3 Sterato, non des secteurs gravel, la situation est la suivante. Pidcock est en tête, encore accompagné du valeureux coureur italien Alejandro De Marchi. Derrière, à 30 secondes seulement, on retrouve un groupe de 11 coureurs dont vous pouvez voir la composition à l'écran. Le groupe Mathieu Van Der Poel est quant à lui relégué à plus d'1 minute 30. Il s'est étoffé notamment avec le retour des coureurs de la Bora Hansgrohe, mais la course est terminée pour eux. Et dès le premier secteur du triptyque final, le Monte Aperti, Tom Pidcock s'en va seul. Derrière, plusieurs coureurs tentent d'attaquer, notamment Mohoric et Benoot. Dans l'avant-dernier secteur, le Colle Pinzuto, le groupe de contre, maintenant composé de 6 coureurs, est revenu à seulement 19 secondes de Pidcock. Cet écart va rester stable à l'abord du Tolfe, le dernier Sterato de la journée, rendu mythique par l'attaque stratosphérique de Van Der Poel en 2021. Dans ce secteur, c'est Attila Valter qui va attaquer et réduire l'écart encore un peu plus. Plus que 7 secondes avec l'homme de tête à 9,3 km de l'arrivée. Mais, nouveau moment clé, malgré la présence de 2 coureurs de la Jumbo-Visma, aucun ne se sacrifie et le groupe de contre se regarde à l'approche de Sienne. Cette temporisation permet le retour de Mohoric notamment, l'écart est remonté au-delà des 30 secondes pour Tom Pidcock. Au sommet de la dernière difficulté du jour, l'ascension de la Via Santa Caterina, Pidcock remporte les Strade Bianche après un raid de 23 km en solitaire, mais une attaque décisive à plus de 50 km de l'arrivée. Alors, quelles sont les conclusions de cette édition des Strade Bianche? C'est une course très exigeante et elle récompense les coureurs en forme sur le début de saison. Tom Pidcock est un bon exemple
exemple. Avant l'Estrade Bianche, le Britannique avait remporté l'étape reine du Tour d'Algarve avant de terminer 5e de l'Omloop Newsblad le week-end précédent l'Estrade. Une autre conclusion dans ce même sens, accrocher son premier dossard sur l'Estrade Bianche n'est pas forcément concluant. C'était le cas de Mathieu Van Der Poel qui avait coupé après les championnats du monde de cyclocross début février pour se préparer pour la campagne de classique. Une autre conclusion, plus globale cette fois-ci, c'est que la difficulté du parcours permet et favorise les attaques de loin, Pidcock l'an dernier, Pogacar il y a 2 ans. Mais un autre point important, la technicité du parcours et son profil extrêmement vallonné rend l'organisation des groupes de compte très difficile. Il est maintenant temps de parler de l'édition 2024 qui aura lieu ce samedi. La météo peut jouer un rôle important, notamment si la pluie s'invite sur la Toscane. Les conditions seront difficiles comme ça avait pu être le cas lors de l'édition 2018 remportée par Tige Benoît. Au-delà de la météo, le point le plus important concernant l'édition 2024 d'Estrade Bianche concerne le parcours en lui-même. RCS, organisateur de la course, a bien conscience de l'engouement certain autour d'Estrade Bianche depuis plusieurs années. Mais une critique revient en permanence, le manque cruel de kilomètres, 184 en 2023, qui ne permet pas de diriger cette classique au même rang que les grandes courses d'un jour du printemps, les monuments évidemment, ou les courses ancrées dans le calendrier depuis des dizaines d'années comme Gand-Wevelgem ou l'Amstel Gold Race. Donc cette année, les choses seront différentes. Le parcours a été musclé, les coureurs s'élanceront pour 215 km ce samedi, 30 de plus que par le passé et pas moins de 15 secteurs empierrés. Cette modification est cruciale à prendre en compte, notamment pour la course de samedi. Premièrement, plus de kilomètres induit évidemment plus de fatigue pour les coureurs, mais surtout de nouvelles stratégies à prévoir. En effet, les nouveaux secteurs gravel se situent dans le final, entre le secteur de Monte Aperti et l'enchaînement final Colle-Pinzuto-Tolfe. Cet enchaînement sera précisément à effectuer à 2 reprises dans les 50 derniers kilomètres. Dans cette même perspective, l'entrée du secteur décisif des 3 dernières éditions, le Sterato Monte Sante Marie, se trouve cette fois-ci à 80 km de l'arrivée à Sienne. Mais selon moi, 2 choses restent inchangées. Premièrement, l'avantage d'un coureur seul en tête restera bien réel, peut-être même accentué par ces routes étroites qui favorisent un effort linéaire plutôt que des à-coups, et le nombre de kilomètres revus à la hausse avantagera encore plus les coureurs forts, ce qui était déjà le cas sur les routes blanches de Toscane. Alors, quelle sera la start list au départ de Sienne? Les acteurs de l'édition 2023 devraient être bien présents. Pidcock, Attila Valter, Madouas, Grégoire ou encore Mohoric. Pas de Wout van Aert une nouvelle fois, mais un retour très attendu, celui de Tadej Pogacar qui va effectuer sa reprise sur les routes toscanes. Il sera évidemment le grand favori, même s'il n'a jamais repris la saison aussi tard. Ce changement intervient évidemment en lien avec ses nouveaux objectifs pour 2024, avec le Giro en point de mire. Mais globalement, l'équipe UAE au départ va significativement changer la dynamique de course. Ce sera la première édition des Strade Bianche où une équipe se présentera avec un collectif aussi imposant, au même titre que la Visma Lease the Bike sur le week-end d'ouverture. Hirschi, Wellens ou Del Toro seront des outsiders à prendre au sérieux vu leur début de saison. Et c'est un point très important. Les coureurs qui ont performé en début de saison sont souvent aux avant-postes sur les Strade Bianche. C'est pourquoi dans le tableau des pronostics, j'ai noté plusieurs coureurs qui ont réalisé des bons débuts de saison et je vais m'arrêter sur certains d'entre eux. J'ai envie de parler de Ben Illy qui pourrait se sentir à l'aise sur un parcours tel que celui d'Estrade Bianche. Il s'agira de sa deuxième participation après 2022 où il n'avait pas fini la course. Mais son statut a changé depuis l'an dernier et il pourrait être considéré comme l'un des favoris pour la course de samedi. On peut évidemment parler du vainqueur sortant, Tom Pidcock. Présent dans le bon groupe sur le Head Newsblad le week-end dernier, il semblait être un petit peu court dans les dernières ascensions du parcours. Mais sa forme peut évoluer rapidement et il pourrait défendre son titre sur les Strade Bianche samedi. Enfin, autre favori dont j'aimerais parler, c'est Matej Mohoric. Le champion du monde gravel a souvent été à son avantage sur les Strade Bianche, mais rarement dans le bon groupe pour jouer la victoire. Il a été relativement en retrait sur les courses du week-end dernier et on pourrait le voir aux avant-postes ce samedi. Puis, comme pour le premier épisode de la Reco, je vais vous présenter plusieurs coureurs à suivre dans une liste complémentaire. D'abord, le collectif de l'équipe Lotto Destiny autour de Andreas Kron, Lennart Van Advelt et Maxime Van Gils. Assurément 3 outsiders à suivre pour les Strade Bianche ce week-end, avec les 2 coureurs belges qui ont performé ces derniers jours, Lennart Van Advelt qui a remporté le Tour UAE et Maxime Van Gils que l'on a vu à son avantage sur les boucles Drôme-Ardèche. Andreas Kron effectuera quant à lui sa reprise, mais il a été relativement efficace l'an dernier sur les Strade et on pourrait le voir dans un bon groupe cette année. Autre coureur qui est sur une très bonne dynamique en ce début de saison, Bastien Tronchon, notamment deuxième de la Classica Rahen derrière Oyar Lascano, une course qui présentait également des chemins blancs. Alors quel est mon favori pour la course de samedi? Le coureur au sommet de la pyramide, c'est bien sûr Pogacar. Mais dans cette logique de la reprise de saison assez tardive et vu la force du collectif UAE, je n'ai pas envie de miser sur lui. Pour moi, mon pronostic ce sera Tim Wellens. C'est une course qu'il apprécie où il a pris le départ à 5 reprises et fini une fois sur le podium en 2017. L'an dernier, pour sa première avec le maillot UAE, alors qu'il était le leader de l'équipe, il a joué de malchance et n'a pas pu prendre le bon wagon pour jouer la victoire. C'est un coureur qui apprécie le début de saison, on a pu le voir à son avantage sur le Head Newsblad, volant sur les pavés du mur de Gramont, puis dans le groupe qui s'est joué la victoire sur Kurn, seulement devancé par Wout van Aert, et jamais distancé dans les monts. De plus,
il endosse un nouveau statut chez UAE cette saison, avec les objectifs décalés de Pogacar au printemps. Ainsi, pourquoi pas voir un Tim Wellens co-leader du UAE sur les Strade Bianche ce samedi, et enfin remporter une course qui lui correspond parfaitement. Voilà, je pense que j'ai été bien complet pour réaliser la preview des Strade Bianche. J'espère que ce second épisode vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, au revoir.